Bonjour, bienvenue à la série d'émissions Télévision Génération. Mon nom est Pierre Boileau et je vous présente ma co-animatrice, Marie Gobeil. Bonjour Marie. Bonjour Pierre. Marie, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui touche tout le monde et qui n'est pas toujours assez évident, mais on va voir que on a tous participé à cette chose, c'est-à-dire laisser des traces. Et pour commencer l'émission, je remarque que tu as une broche à ton veston et j'aimerais ça que tu nous en parles, s'il te plaît. Oui, ce matin, j'ai décidé que je portais la broche qui appartenait à ma grand-mère maternelle. Elle suspendait une chaîne, puis il y avait une montre oignon, on appelait... Puis moi, j'ai hérité de cette broche et je la porte avec fierté parce que la Saint-Jean s'en vient. Et puis, je me suis dit, avec le titre de l'émission, j'ai un souvenir indélébile de ma grand-mère que j'adorais. Ah, bien, c'est bon. Donc, ça rentre exactement dans le thème de notre émission. Et pour nous aider à traiter notre sujet qui est laisser des traces, nous avons regroupé 4 panélistes. Marie, si tu pouvais nous les présenter, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Mme Nicole Robitaille-Carrière, Mme Claudette Beaulieu, Mme Joanne Poitras et M. Michel Riberdy. Alors, pour commencer, je vais demander à chacun d'entre vous de vous présenter. Alors, j'y vais? Oui. Oui. Nicole. Alors, bon, Nicole Robitaille-Carrière, j'ai fait ma vie personnelle, ma vie professionnelle ici à Buckingham. Je suis née à Buckingham. Je suis même née sur la ferme de mes grands-parents, qui aujourd'hui est bien située. En fait, c'est le chemin Robitaille. Donc, il y a des traces là. Je suis maman de 4 enfants, grand-mère aussi de 2 petits-enfants. J'ai fait ma vie professionnelle ici, à l'école Hormisdas-Gamelin. Je suis retraitée depuis quand même quelque temps et je m'active à tous les jours pour des choses dont j'ai un intérêt particulier et que je n'avais pas le temps dans ma vie professionnelle de m'occuper. Alors voilà. Merci. Merci. Autour de Claudette. Oui. Claudette Beaulieu. Je suis la conjointe de Gérard Beaulieu. Nous avons 3 enfants et 7 petits-enfants entre l'âge de 16 ans et 1 an. Alors, c'est déjà là une source de motivation ou de traces qu'on laisse plus ou moins consciemment des fois. J'aime les livres, j'aime les jardins, j'aime le monde. J'ai pris ma retraite en l'an 2000, un beau projet de millénaire. Et depuis, une de mes occupations préférées, c'est d'animer les récits de vie, d'animer des groupes qui cherchent à laisser une trace bien précise dans leur histoire personnelle. J'aurai l'occasion peut-être au cours de l'émission d'en reparler. Oui, ça nous intéresse beaucoup. Merci. Autour de Joanne. Bonjour, moi c'est Joanne Poitras. Moi, c'est la peinture, les arts, tout ce qui concerne l'art. Et puis la nature, évidemment, c'est important pour moi. Les gens. Alors ça, c'est toutes des sources d'inspiration pour moi et de passion. Alors, quelqu'un qui dit, Joanne, oui, art, nature. Mais vous, Joanne, vous n'êtes pas retraitée, là, vous travaillez. Non, moi, je ne suis pas retraitée. Non, je commence même, je dirais que ça fait pas tellement longtemps que j'ai tombé dans cette passion-là, que j'ai trouvé vraiment ma passion. Alors, c'est sûr que je suis pour une petite secousse dans ça. Puis je ne sais pas si je vais prendre ma retraite même. Et je suis mère de deux grands garçons. Alors, merci beaucoup. Merci. Autour de Michel. Bonjour, Michel Riberdy. Je ne suis pas natif de Buckingham, je suis natif de Montréal. Comment est-ce qu'un petit gars de Montréal se ramasse à Buckingham? Bien, c'était avec une grande carrière dans les Forces armées canadiennes en tant qu'analyste du service de renseignement militaire. J'ai roulé ma bosse un peu partout à travers le Québec, même à travers le monde. J'ai vécu 5 ans en Europe, 3 ans en Asie.
Et à partir de là, je suis revenu, quand j'étais en Asie, dans l'Outaouais pour travailler à l'époque. Il fallait donc trouver un endroit pour demeurer. Et mon épouse, notre fille et moi-même, depuis 1990 que nous demeurons à Buckingham. À partir de ce moment-là, j'ai pris ma retraite et j'ai appliqué un petit peu la formation que j'avais d'analyste et je l'ai transformée à l'histoire. C'est que ça fait environ depuis 6 ans que je suis le président de la Société d'histoire de Buckingham, où au quotidien ou à toutes les semaines, on voit chez nous qu'est-ce que c'est que laisser des traces ou des fois comment difficile que c'est de trouver les traces que les gens ont laissées. Merci beaucoup. Merci. Donc, Marie, nous avons vu que les gens de notre panel sont des gens du coin ou qui viennent de l'extérieur, mais qui sont établis ici, et qui ont aussi ce souci-là, à un moment donné, de laisser des traces. Donc, laisser des traces, qu'est-ce qu'on entend par ça? Il suffit de regarder autour de nous. Les édifices qui ont été construits, comme des édifices importants ou officiels, par exemple, portent des noms de personnes. L'édifice Jean-Ferrand. Ici, on a une piscine qui s'appelle Lucien Houle. Il y a d'autres constructions qui sont mentionnées d'après le nom des habitants. La maison Verrette. Nicole a mentionné tantôt la ferme de ses grands-parents Robitaille sur le chemin Robitaille. Donc, c'est une façon de nommer les lieux. Il y a aussi la même chose pour les noms de rues. On a la rue McLaren-Bélanger ou les lieux. On parle du parc Papineau-Labelle, par exemple. Donc, on s'aperçoit que nous sommes entourés de traces laissées par des gens qui nous ont précédés. Notre désir de laisser des traces viendrait du fait qu'on est conscient de notre mort. L'humain, en fait, serait le seul être qui a cette conscience de la fin de sa vie. Et c'est important, on remarque à ce moment-là un désir de continuer à être présent, même si physiquement on est disparu. Ce désir, par contre, est plus ou moins conscient. Et certains de ces désirs sont profondément ancrés chez nous. Le fait d'avoir des enfants, par exemple. Donc, le désir, comme on dit, qui est plus ou moins conscient, puis est plus ou moins volontaire. Puis, ce désir-là de laisser des traces touche différents aspects de notre vie. Des fois, des choses très simples. Une mère qui fait une recette avec sa fille, un père qui montre à son fils à construire ou à réparer un meuble, sans trop le savoir ou sans trop le vouloir, sème quelque chose qui fait que plus tard, les enfants vont reproduire ces gestes. Il y a des gens aussi qui pratiquent des métiers où ils sont obligés, où ils ont l'occasion de transmettre des connaissances ou des techniques. Donc, on parle ici des enseignants. Et traditionnellement, il y avait, dans les différents corps de métier, il y avait ces espèces de systèmes d'apprentis où le maître expliquait à ses nouveaux travailleurs comment faire les choses. Et ça s'est retransmis comme ça longtemps. On pense aux artistes aussi. Évidemment, il y a les vedettes, artistes, on parle de Picasso, de Vinci, mais il y a aussi parmi les gens qui nous entourent, des gens qui laissent des traces. On a souvent chez nous un dessin, un tableau qui a été fait par quelqu'un qui nous a précédés. L'interprétation d'une chanson ou d'une pièce de musique. Dernièrement, j'entendais à la télé une chanson, puis j'ai fait la remarque, j'ai dit « Ah, c'est la chanson de mon oncle ». Donc, le souvenir de cette chanson-là est relié à une personne qui m'a précédé. Il y a aussi les constructions. On a parlé d'édifices officiels tantôt, mais traditionnellement, les gens construisaient leur propre demeure. Donc, il y a la maison familiale qui a été construite par le père ou rénovée par le père et léguée aux enfants. Les entreprises. On connaît tous des entreprises familiales qui sont devenues souvent très importantes. Donc, le père, originellement, a travaillé dans un domaine qui l'intéressait et par la suite, il a légué cette entreprise-là à ses enfants. Les savants. On est entouré de toutes sortes de produits ou de choses qui ont été inventées ou qui ont été découvertes par des gens et qui ont mis ces découvertes-là ou ces inventions-là au profit de la société. On peut penser à tous les outils qui nous permettent d'avoir une vie plus agréable. On pense aussi aux médicaments qui permettent maintenant souvent de sauver des vies, alors qu'il y a quelques années, c'était pratiquement impossible. Et avec l'ère de la nouvelle technologie, il existe maintenant des sites qui sont dédiés à laisser un témoignage. On peut, sur ces sites-là,
laisser une espèce de page où on peut raconter notre vie, où on peut raconter les événements qui sont importants pour nous et dans le but précis de laisser des traces. Donc, on voit qu'on est entouré, qu'on le veuille ou non, de traces qui ont été laissées par des gens qui nous ont précédés. Nous avons là un sujet de discussion très vaste. Oui. Et je vais commencer à poser une question à Nicole. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, laisser des traces? Alors, ce que ça signifie pour moi, étant donné que je n'ai pas nécessairement les talents ou les capacités de laisser des choses très tangibles, ne serait-ce qu'un tableau, une poterie ou encore une pièce de musique ou encore un bâtiment, comme un architecte peut le faire. J'ai compris, parce que j'avais été sensibilisée, puis je suis capable de situer ça dans le temps, c'est au-delà de 25 ans. On fêtait à ce moment-là le 45e de nos parents et il avait été proposé de faire une vidéo et on avait à identifier, chacun de nous, les enfants, les 5 enfants qui préparaient ce vidéo, d'identifier la grande qualité que nos parents nous avaient léguée. Et j'étais, quelques jours avant, tombée sur un texte qui me disait « Le plus bel héritage qu'on peut faire, qu'on peut laisser à nos enfants, c'est de laisser de bons souvenirs et de bonnes habitudes. » Et moi, ça m'est resté depuis. Alors, j'en ai fait part dans cette vidéo, évidemment, mais j'en ai fait mon leitmotiv. Et c'est comme ça que j'ai continué à élever ma famille et aussi à enseigner. Alors, j'espère que j'ai laissé un bon souvenir à chacun que j'ai pu côtoyer. Voilà. Merci. Merci, Nicole. Autour de Claudette, la même question. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, laisser des traces? Depuis ma retraite, depuis une douzaine d'années, je me suis consacrée assez intensément à l'animation de groupes qui souhaitaient écrire des récits de vie. Ce sont souvent, ou la plupart du temps, des groupes qui sont à la retraite et qui sont soucieux de faire le point, faire un bilan. Souvent de se définir à la retraite alors que les choses ont changé. On avait l'habitude d'être le patron et le matin, on faisait la liste des choses que les autres devaient faire, mais voilà qu'à la retraite, on est tout seul pour exécuter la longue liste de choses à faire dans la journée. Ou alors, on a perdu contact avec des collègues qui nous étaient chers. Alors, il faut faire le point. Et pour d'autres aussi qui participent à ces ateliers, c'est une façon de répondre à des demandes pressantes, souvent des enfants ou des petits-enfants. Écris, mamie, ton histoire. Qu'est-ce qui a été important pour toi? Comment tu as rencontré grand-papa? Pourquoi tu l'as aimé? Alors, laisser des traces, ça veut dire faire le point sur ces choses-là. Et le leitmotiv de mes animations, c'est toujours « Toute vie mérite d'être racontée, mais surtout la vôtre. » Ah, merci beaucoup. Merci. Et vous, Joanne, qu'est-ce que ça signifie, laisser des traces? Moi, je pense aussi comme Claudette, oui, chaque personne, pour moi, c'était vraiment ça à travers les ateliers, que chaque personne apprenne à se connaître, apprenne leurs forces, toutes les belles qualités et tout. Ça, c'est une façon à moi de partager, d'énumérer toutes les belles choses que chaque personne peut avoir. C'est important pour moi. Et puis, à travers les ateliers, ça se fait spontanément. Et c'est des ateliers qui deviennent même magiques à travers le toucher de plusieurs matières et tout. Alors, c'est un peu de cette façon-là que je dirais que je laisse ma trace pour que chaque personne puisse apprendre à se connaître vraiment à travers leurs forces. Merci beaucoup. La même question pour M. Riberdy. Laisser sa trace, si à la Société d'histoire de Buckingham, au quotidien, on recherche les traces que les gens ont laissées. Et je peux vous dire que parfois, c'est difficile de laisser des traces qui vont perdurer au travers des générations.
Je pense, par exemple, il y a quelques années, à Buckingham, la commission scolaire nous a approchés parce que la polyvalente Armitage-Gamelin, à l'époque, plusieurs gens connaissaient le frère Armitage-Gamelin, un grand scientiste, mais les générations nouvelles l'avaient un petit peu oublié. On ne savait pas tout à fait qui était le personnage. Donc, il a fallu rechercher, il a fallu retrouver, découvrir. Moi, c'est là que j'ai découvert le frère, par exemple, une personne extraordinaire. Et il a fallu trouver des techniques pour être capable d'expliquer aux générations présentes qui était ce personnage. Donc, on a fait des photos, on est allé chercher des textes, on est allé chercher des activités qu'il a fait, des anecdotes que les gens ont racontées. Et on a mis ça en évidence un peu partout à travers la polyvalente. Donc, aujourd'hui, le visiteur qui s'y présente peut voir les traces que, indirectement, le frère Armitage-Gamelin a laissées. C'est que ça, c'est un exemple de traces qui, des fois, vont disparaître à travers les générations. Il y a d'autres problématiques, des fois, qu'on ne pense pas. Par exemple, les gens qui sont, les jeunes gens en bas de 30 ans, beaucoup d'entre eux n'ont pas appris à lire en lettres attachées. Donc, ce qui fait, c'est que plusieurs choses qui sont en manuscrit, par exemple, à la Société d'histoire de Buckingham, j'ai beaucoup de documents qui sont manuscrits, et les jeunes gens ne peuvent pas les lire, la connaissance n'étant plus là. C'est certain qu'avec la technologie actuelle, on peut les transférer de médium, on peut, par exemple, les lire, les enregistrer, ou encore les mettre sur une forme dactylographie. Mais au départ, ce n'est pas si facile que ça de laisser des traces. Il y en a. Il y a des traces ici à Buckingham dans les secteurs. Je les vois, c'est extraordinaire. On a une histoire très riche. D'ailleurs, c'est un petit peu la définition du patrimoine. Le patrimoine, c'est ce que nos prédécesseurs nous ont légué. Donc, c'est ça. C'est les traces que ces gens-là nous laissent. Et je peux dire qu'il y en a des traces à Buckingham. Merci beaucoup. Merci. Donc, Marie, on a vu que quand même, on laisse des traces individuellement ou même globalement. Si on allait maintenant poser des questions à nos panélistes, leur demandant quelles sont les personnes qui ont laissé des traces ou qui vous ont marqué, qui ont laissé des traces dans votre vie, ou qui vous ont Il y en a sûrement plus d'une personne. Bien, pour ma part, en fait, je peux dire tout de suite que c'est mes parents, dans un premier temps, qui m'ont grandement influencé et qui m'ont fait réaliser à quel point, même s'ils étaient on était une famille modeste, à quel point, tout simplement, de vivre en famille était une valeur extraordinaire et que les bons souvenirs que j'en ai me réconfortent encore aujourd'hui. Alors, c'est peu dire quand même, avec le temps. Je dirais, l'autre personne ou l'autre événement dans ma vie qui me marque, c'est le Christ qui a toujours fait partie de mon éducation, c'est bien entendu. Je suis allée à l'école catholique, mais depuis quand même, je dirais, je peux, en fait, facilement 10 ans, 12 ans, là, où le Christ a repris, j'ai pris reconnaissance avec le Christ, il est dans ma vie, il me fait accepter mon bonheur, avec grand plaisir, mais mes malheurs aussi. Alors, le Christ est très présent et je l'en remercie. Il y a 2 enseignantes qui ont aussi marqué ma vie, 2 enseignants qui nous ont enseigné en 10e année. Alors, pour une mise en situation, là, je suis d'une promotion, moi, de 52 filles. En première année, on était 52 filles dans la même classe. Et en 10e année, on en était 32. Alors, il y avait 20 élèves qui s'étaient éclipsés en 7e, en 9e et le reste. Et ces 2 religieuses-là nous ont ouvert le monde, puis je dis bien le monde, à tous ces aspects, que ce soit culturel, que ce soit politique, que ce soit communautaire, que ce soit religieux aussi. Et elles nous ont donné l'espoir que même si nous, on était dans Buckingham, petite ville, on était capable d'aller faire des études extraordinaires ailleurs. Et elles avaient aussi développé le sens critique chez nous, ce qui n'est pas peu dire. Les compositeurs de grande musique, la musique sacrée, la musique classique, ont été et sont toujours, pour moi, un enrichissement extraordinaire. Alors, quand je pense que ce sont des gens qui ont composé il y a 200 ans, 300 ans, même 400 ans, qui, aujourd'hui, on écoute avec grand plaisir, c'est une merveille. C'est un... Et je terminerai par
un de ceux qui va laisser des traces encore aujourd'hui, qui va laisser des traces, il s'appelle Maxime Pedneau-Jobin, qui, à travers ses décisions politiques, a permis à la Ville de Buckingham de remettre à la population un 150 000 pour se donner ces traces-là. Alors voilà. Merci. Claudette? Ben, moi, je suis impressionnée par le témoignage de Nicole. Ma première trace importante dans ma vie, ça a été mon grand-père, bien sûr mes parents, mais plus spécifiquement peut-être mon grand-père. Mon grand-père Leduc habitait chez nous jusqu'à ce que moi j'ai l'âge de 7 ans. C'était lui qui s'occupait du jardin, des fleurs, d'aller acheter de la crème glacée, de nous parler, de nous remplacer pour aller remplir les auges pour nourrir pour donner de l'eau. Alors c'était notre grand-père gâteau. Mais il avait un esprit critique, dans ce temps-là, on ne devait pas appeler ça un esprit critique, mais montrer l'autre côté des médailles. Se moquait gentiment des gens qui étaient passés à la maison, des fois moins gentiment, au grand désarroi de ma mère. Mais ça a été peut-être mon maître dans l'analyse des gens et des choses. Un autre épisode de ma vie qui a été très important, ça a été mon passage chez les guides. Ça, c'était mon ouverture sur le monde. Jusqu'à ce moment-là, j'avais des cousins, des cousines. J'avais pas des amis. Les amis, ça, c'était les gens du village qui avaient des amis. Nous, on avait des cousins et des cousines qui étaient voisins ou qu'on voyait le dimanche. Mais mon passage chez le guidisme m'a ouvert les portes sur l'univers. D'abord, le fondateur des guides et des scouts, c'était un Anglais, Baden-Powell, pendant la guerre. Quelle guerre! Alors, déjà, c'était une ouverture sur le monde. On se déplaçait aussi. On venait pour des réunions, on partait de Thurso pour venir à Buckingham. La première fois que j'ai pris le train toute seule, c'était pour aller à Hull à un rassemblement. Alors ça a été ma grande ouverture sur le monde. Il y a eu bien sûr des professeurs, une tante, ma tante Valentine, qui n'avait pas d'enfant elle-même, mais qui était une femme maîtresse ou une maîtresse femme. Ça m'a tellement marqué cet esprit d'être redevable à des gens qui étaient passés avant moi. Quand j'enseignais aux femmes qui devenaient des femmes d'affaires, le premier exercice que je leur proposais, c'était qui sont les femmes ou qui sont les personnes qui vous ont influencé. Et je trouvais toujours triste quand quelqu'un disait « ben, je peux pas voir, là ». Autant j'admirais celle qui disait « ah oui, il y a telle voisine » ou « il y a telle femme qui m'a encouragée » ou « tel homme qui m'a dit « garde, va en affaires, je vais t'aider, je vais être ton mentor ». Un terme encore là qui est nouveau, on n'appelait pas ça un mentor, on parlait plutôt de modèle. Alors, c'est quelque chose qui m'a poursuivi toute ma vie, comment on était redevable aux gens qui nous précédaient ou qui étaient autour de nous. C'est vrai aussi pour certains mouvements artistiques ou littéraires. On parle d'Antonine Maillet, par exemple, qui a écrit ce qui était jusqu'à ce moment-là la langue orale. Mais il y avait d'autres auteurs à côté de Mme Maillet qui faisaient la même chose. Elles n'ont pas percé, ces gens-là, mais je considère que certains auteurs ou artistes ou découvreurs sont portés par leur entourage, par d'autres qui ont laissé des traces à côté. Ils sont souvent avant-gardistes aussi. Et qui sont aussi avant-gardistes, mais qui n'ont pas percé, pour toutes sortes de raisons. Je sais que je m'étends, là, mais les gens laissent des traces, consciemment ou inconsciemment. C'est inconscient génétiquement qu'on ressemble à notre mère ou que notre fille va nous ressembler. Merci beaucoup. Joanne, les personnes qui vous ont marqué? Moi, je dirais, bien, c'est sûr, les parents. Hein? Les parents, ils laissent des traces dans nos cœurs. Les parents, les sœurs, les frères, les cousins, les cousines, dans ce temps-là, c'était intense, hein? Les parties, hein? C'était jusqu'à des 4 heures, 5 heures du matin. C'était vraiment toute la famille qui se rassemblait. Et je dirais aussi les sœurs. Moi, les sœurs ont fait partie beaucoup de ma vie étant jeune. J'ai eu des sœurs qui m'ont enseigné. Alors, eux, ils ont eu une grande influence sur moi. À tous les niveaux, je dirais. Et puis, ben, c'est sur les artistes.
Donc, Marie, nous avons vu que nous sommes entourés de traces laissées par les gens qui nous ont précédés. Nous avons aussi été marqués, en fin de compte, nous avons accumulé un certain nombre d'influences, que ce soit de nos parents, que ce soit des voyages qu'on a faits, des gens qu'on a rencontrés, des enseignants, enseignantes qui nous ont formés. Et nous devenons aussi, à notre tour, des espèces de transmetteurs de traces où nous influençons d'autres personnes, que ce soit les enfants, les gens que nous croisons, des gens que nous rencontrons, pour retransmettre des choses à notre tour. Il nous reste quelques instants avant d'aller à la pause. Si je te demandais, est-ce qu'il y a des gens dans ta vie qui ont laissé des traces? Oui. Mes parents d'abord. Ma mère, au début, moi je me dis que c'est plus tard, quand j'ai vraiment compris ma mère, qu'elle a laissé des traces. Mon père, énormément. J'avais une très grande admiration envers mon père. Certains enseignantes aussi au niveau collégial. Et présentement, je pense que j'en laisse auprès de mes petits-enfants. OK, merci. Donc, on a vu en première partie que nous sommes entourés de traces, nous sommes entourés d'éléments qui ont été laissés principalement par des gens, les gens qui nous ont précédés, mais de façon plus individuelle. En deuxième partie, nous allons essayer de voir comment les gens qui nous ont précédés ont laissé des traces en tant que groupe, collectivement, puis essayer de voir aussi comment cet aspect de traces collectives peut se projeter dans le futur. Donc, nous allons revenir dans quelques instants après la pause avec cette deuxième partie de l'émission. C'est ma jambe quand j'avais 3 ans, 4 ans. Un, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Bon, nous sommes de retour avec la deuxième partie de notre émission qui traite aujourd'hui de laisser des traces. Nous avons vu en première partie que nous laissons des traces, nous sommes entourés de traces qui ont été laissées par les gens qui nous ont précédés. Nous allons voir maintenant en deuxième partie comment nous avons laissé des traces ou nous laissons des traces collectivement. Donc on a dit en première partie que l'humain était le seul être qui était orienté à laisser des traces suite à la conscience de sa mort. Mais on s'aperçoit aussi, si on regarde bien, encore une fois, ce qui nous entoure, que nous laissons des traces de façon collective. Il s'agit tout simplement de regarder l'organisation de notre territoire. En tant que groupe, nous laissons des traces, nous marquons notre territoire. Nous demeurons dans des villes ou à la campagne. Nous traçons des routes pour aller d'un endroit à l'autre. Nous construisons des ponts, creusons des tunnels et nous établissons aussi, d'une façon plus large, des systèmes de communication comme les aéroports, les gares et les ports de mer. À un autre niveau, nous travaillons en groupe pour faire des choses qui seraient impossibles de faire tout seul. Par exemple, un parti politique, un regroupement d'amis pour aider les gens ou tout simplement pour les loisirs. Donc, chacun de ces groupes laisse des traces. Notre structure de gouvernement vient de structures qui viennent des siècles qui nous ont précédés. Nous connaissons tous un organisme d'aide aux plus démunis, par exemple, la Saint-Vincent-de-Paul. Il y a des associations de loisirs qui, entre autres, juste un exemple,
à Hull, il y a le Hull Volant, qui était au début une équipe de balle, une organisation de loisirs comme ça, et qui continue depuis, je dirais, plus de 50 ans. C'est devenu un club social et ils ont encore des équipes de différents sports qui portent le même nom. Donc, les groupes laissent des traces. Dans un autre ordre d'idée, nous nous rendons compte depuis plusieurs années que si nous continuons à utiliser les ressources de la Terre au rythme actuel, compte tenu de l'accroissement de la population, nous laisserons des traces importantes qui causeront, selon certains estimés les plus pessimistes, des traces, des torts qui peuvent être irréversibles. Donc, la question peut se poser. Que pouvons-nous faire pour éviter que ces traces soient effectivement irréversibles ou tragiques? Donc, nous allons retourner à notre panel pour voir comment on peut pousser un petit peu plus loin cette réflexion. Marie? Alors, je m'adresse à Nicole. Quelle importance accordez-vous à la préservation de l'environnement? Et j'aimerais aussi que vous nous parliez un peu de simplicité volontaire. Alors, c'est sûr que l'environnement me préoccupe beaucoup pour les raisons que Pierre vient d'évoquer. On comprend que je ne suis pas de la génération qui a été sensibilisée à l'environnement. Nous, des cours d'écologie, j'en ai jamais reçu. Et quand le cours d'écologie s'est intégré au programme des élèves pendant que j'enseignais, je me demandais qu'est-ce que c'était. Et heureusement qu'il y avait des enseignants et des enseignantes qui étaient mordus de cela, qui étaient bien inspirés et qui nous ont fait partager à la salle des profs leur savoir. Et petit à petit, on s'est préoccupé, puis on en a pris possession. On s'est approprié de qu'est-ce que c'était l'environnement et comment notre environnement était à risque. Une façon pour bien gérer cet environnement-là, c'est peut-être une façon d'être en simplicité volontaire. Et la simplicité volontaire, je ne dis pas là, que je suis une adepte à 100% de ça, mais je suis un adepte d'en parler, un adepte aussi de propager cette façon de faire. Quand je regarde des jeunes couples qui choisissent là, de n'avoir qu'un téléviseur dans la maison et un petit téléviseur, tout simplement parce que ils ne veulent pas donner à leurs enfants cette façon de se divertir uniquement par la télé. Ils préfèrent qu'ils se divertissent par le livre. Donc, on a un petit téléviseur, ce qui amène souvent les enfants à ne pas vouloir s'asseoir devant. La simplicité volontaire aussi, c'est baisser sa surconsommation. Alors, quand on fait le tour de nos maisons, de nos armoires, de de tous nos tiroirs de linge et tout ça, combien de choses qu'on a achetées en double, en triple, en cas de, t'sais? Alors que la simplicité volontaire, ça se limite. La simplicité volontaire aussi, c'est de se nourrir par des produits bio ou encore des produits qu'on cultive soi-même. La simplicité volontaire, c'est aussi prioriser le véhicule du vélo ou encore d'être à pied et choisir aussi d'avoir une seule voiture pour la famille au lieu de deux. Ce qui est normal aujourd'hui, 2 voitures par porte, c'est pas si... aujourd'hui, on en a 3, puis c'est dans la norme des choses. Alors voilà, c'est la simplicité volontaire. Je suis un adepte, mais je ne peux pas dire que je le fais à 100%. Au contraire. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, une question qui s'adresse à Joanne. Quelles actions concrètes faites-vous à l'intérieur de vos activités artistiques pour participer à la protection de l'environnement? Prendre conscience qu'on peut utiliser les choses 2 fois, donner une vie une 2e fois. Que ce soit les emballages de légumes, de viande, bon, c'est facile de prendre ça pour mettre la peinture ou mettre d'autres choses pour utiliser dans les arts.
Les choses qu'on a à la maison, comme Nicole a dit, souvent, on les utilise pas. J'encourage les gens, quelquefois, à changer quelque chose, mettre de la couleur, mettre des rubans, et on les utilise pour autre chose ou tout simplement les offrir en cadeau. Alors, c'est des belles façons de rendre un deuxième souffle à l'objet, à la chose qu'on a à la maison qui est inutile pour nous, mais qui peut être très utile pour l'autre personne. J'imagine que vous faites beaucoup de recyclage. Oui, et même les toiles, souvent, quand on a des inspirations, on regarde des choses, bien, on peut les utiliser pour mettre sur des toiles qui fait vraiment original, avec un peu de couleur, un peu de matière, et puis le tour est joué. Oui, fait que c'est sûr que ça va toujours de plus en plus dans ce sens-là et j'encourage les gens à donner toujours une deuxième vie aux choses, mais c'est sûr que la consommation est importante de réfléchir parce que ça commence toujours par soi-même. Hein? Oui, chacun sa petite part. Oui, chacun sa part. Oui. Merci beaucoup. Bienvenue. Autour de Claudette, une question un peu particulière, mais qui nous préoccupe. Comment envisagez-vous l'avenir de notre planète? Est-ce que vous avez des inquiétudes concernant la planète? C'est certain que le monde qui nous entoure nous donne un tas d'informations qui justifieraient un très grand pessimisme. Ça va durer tant d'années, dans tant d'années, il n'y aura plus de pétrole, l'électricité va coûter une fortune, on n'aura plus d'air frais à respirer, les fleurs pousseront plus. Moi, j'ai un peu de problème avec ça. Je me dis, nos jeunes sont sensibilisés. Un enfant de 4 ans va dire « tu récupères ceci » ou « donne-moi ceci pour, que je vais utiliser pour autre chose ». Ils sont très sensibles. Les jeunes ados prennent des cours de sciences et apprennent comment gérer des tas de problèmes qu'on ne connaissait pas. Par exemple, un garage attenant une maison. Maintenant, on a des outils qui permettent de voir s'il y a des gaz qui risquent de s'infiltrer. Des tas d'inventions pour, par exemple, on a ces lampadaires qui se rechargent à l'électricité solaire, une durée de 4 heures, ça sauve une pile. Donc moi, je suis assez sereine face à l'avenir parce que nos jeunes sont sensibilisés, puis ils sont ingénieux, ils sont brillants. Ils font des études avancées et de par leur sensibilisation, ils orientent leurs études vers des domaines qui vont faire que la vie va continuer d'être belle sur la Terre, puis que ils vont transmettre eux-mêmes un monde aussi bon que celui qu'on a trouvé, peut-être un peu meilleur, peut-être. Ah, c'est très optimiste, encourageant. Oui. Merci. Michel, comment envisagez-vous, à votre tour, l'avenir de la planète? Bien, je partage un peu l'optimisme des autres panélistes, dans le sens qu'on a de plus en plus des outils qui nous permettent de juger un peu nos actions et les conséquences aussi. Le recyclage, en passant, ça c'est l'historien qui parle, c'est pas d'hier. Les premières personnes qui sont ici, je regarde les premières présences humaines dans l'Outaouais, par exemple, les pointes de projectiles, quand ils brisaient chose du genre, on les retaillait, puis on en faisait un perçoir ou on en faisait un couteau ou quelque chose du genre. Donc c'est un petit peu inné, c'est juste des fois qu'on l'oublie. Et une des choses importantes pour moi, c'est la pensée critique, parce qu'avec tous les outils qu'on a, avec les informations, parce avec l'Internet, par exemple, qui nous donne accès à de vastes informations, il faut pouvoir choisir ce qui est valide et ce qui ne l'est moins. Et en développant la pensée critique, on peut faire certains choix judicieux qui peuvent affecter l'avenir de notre planète. Je donnais de la formation il y a quelques années sur les débats, par exemple, et quand j'arrivais au secondaire, dans certaines classes, un sujet qui était quasiment automatique, c'était des produits modifiés génétiquement. Et il n'y a personne dans les jeunes qui voulait prendre pour. Ça voulait tout prendre compte, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, mais il n'y a personne qui voulait prendre pour.
C'est ce que je faisais, le stratagème que j'avais avec le professeur, c'est que je faisais l'équipe du pour, à moi seul. Et une des choses que je demandais dans mon introduction, dans le débat, c'était, est-ce que vous mangez des fraises? Est-ce que vous mangez des tomates? Est-ce que vous mangez des bananes? Si oui, vous mangez des choses qui ont été modifiées par l'homme génétiquement. Parce qu'à leur état naturel, ils ne ressemblent pas du tout à ce qu'on avait. Ils ont été domestiqués, ils ont été évolués. Et oui, il y a peut-être des peurs qu'on peut avoir sur certaines exagérations. Mais d'un autre côté, si on fait attention, on arrive peut-être avec des produits qui sont très favorables et qui nous aident en tant qu'être humain. C'est que si on n'aura pas modifié certains de ces produits-là, si on ne les aura pas domestiqués, on ne pourra pas nourrir la grande population qu'on a maintenant. C'est ce que je pense de l'avenir de la planète. On va passer au travers, on va trouver des différentes choses en collectivité. Merci beaucoup. Marie, on a vu que notre deuxième partie touche l'action collective des gens. Oui. Je pense que nos panélistes sont impliqués aussi dans différents projets qui touchent davantage une collectivité. Donc, si on retournait voir ce que ces gens-là font, chacun de leur côté. Oui, je vais commencer par celui qui vient de terminer. Alors, Michel, parlez-nous du projet de mémoire collective. Avec plaisir. Comme Nicole mentionnait, nous sommes très chanceux ici dans le secteur de Buckingham. Il y avait un surplus d'argent qui est important, c'était quand même 150 000 $, où est-ce que nos politiciens, entre autres M. Maxime Penneau-Jobin, et un comité de citoyens qui ont été formés aussi, ont décidé de maximiser avec ces argents-là, d'aller chercher notre patrimoine restant. Et un des projets que la Société d'histoire de Buckingham a proposé, c'était d'aller chercher les mémoires collectives. Parce que le patrimoine vivant, c'est un des patrimoines les plus vulnérables. Les gens, malheureusement, nous quittent à tous les jours. Et avec eux partent les mémoires personnelles, mais aussi les mémoires collectives. Donc, il est important d'être capable de les documenter et de les transférer à travers le temps. Ce qui va arriver, donc, c'est qu'au travers de 3 ans, on va avoir un projet où est-ce qu'on va aller voir les gens, on va aller vous interviewer, on va aller parler avec vous, on va aller voir les groupes sociaux, on va aller voir toutes les assemblées des gens qui ont des mémoires, les gens qui ont travaillé, des métiers qui sont disparus ou qui sont même en train de disparaître. Comment transmettre un petit peu ce que c'était? Quelle était la vie sociale ici, par exemple, à une certaine période? Que représentaient certaines personnes? On a parlé tantôt qui vous a influencé. Bien, il y a des gens qui ont influencé la population en général. Quels étaient, par exemple, les groupes sociaux et qu'est-ce qu'ils ont fait pour la société? Et encore ici, on a une histoire qui est très riche. Donc, on va aller chercher à travers la mémoire des gens. Qu'est-ce qu'ils se souviennent? Il va falloir des méthodologies. Donc, prochainement, là, à l'automne, on va arriver et puis on va faire des assemblées. On va demander aux gens de venir nous aider, former des comités, pour être capable de faire un inventaire de qu'est-ce que notre collectivité connaît et aussi mettre une certaine priorité. S'il y a des personnes qui sont d'un certain âge avancé ou d'une santé fragile, ça serait peut-être une bonne chose d'aller les chercher avant. On va donc faire des entrevues par vidéo. On va aussi essayer d'amener avec nous les jeunes. J'ai l'intention d'aller voir les écoles, d'aller voir les commissions scolaires et de demander aux jeunes de nous aider à faire les entrevues, à participer, par exemple, au montage, les vidéos, prendre les vidéos. Et qui sait, ces jeunes-là vont peut-être prendre le goût et on va peut-être avoir des relèves. Donc, c'est un projet qui est en collaboration avec, entre autres, la télévision communautaire, la Société d'histoire de Buckingham et d'autres organismes qu'on va aller chercher au travers. Merci beaucoup. Nous espérons qu'un très grand nombre de personnes participeront à cette activité là, qui sera sans doute très intéressante. J'ai l'intention de solliciter à travers les médias locaux, tout ça, la participation des gens, effectivement. Merci. Alors, autour de Claudette, comment menez-vous vos groupes à rédiger des récits de vie? Là? Parce que vous en avez parlé au début d'ateliers spéciaux. Je pense que selon les groupes, selon le désir ou l'expérience qu'ils ont, parce que des fois, on a des groupes où ils ont déjà une expérience d'écriture, mais ce n'est pas nécessaire. On peut constituer des groupes où on travaille à partir, par exemple, des objets qui nous entourent. Tu as parlé tout à l'heure de la broche de ta grand-mère. À quelle époque on se réfère? Depuis quand elle est dans ta famille? Qu'est-ce que tu en fais? Et à travers ça, on retrouve des gens.
de portrait de ta grand-mère, par exemple, j'aimerais bien savoir son nom. Marie. Marie? Alors, comment Madame Marie appréciait peut-être cette broche-là? Est-ce qu'elle en avait beaucoup? Est-ce que c'était une époque où on portait des bijoux? Alors, les gens sont appelés à identifier peut-être une dizaine d'objets qui les entourent, auxquels ils tiennent. Et à travers cette description des objets, ils arrivent à se raconter eux-mêmes, à mettre pourquoi ils sont en contact avec ces objets-là. Une autre chose qui est très porteuse de fruits, ce sont les chansons des époques. On évoque, par exemple, les années 60 en mettant un disque dans le groupe d'une chanson. Et tout de suite arrivent des émotions, des rencontres, les premiers slows. Les premières amours, les premières expériences de vie commune, les études qu'on a faites en 1960, la grande liberté des années 70, les chansons qui entouraient ça. Et souvent même, le texte de la chanson est très évocateur de ce que nous avons vécu à cette époque-là. Une autre source de remémoration, oui, c'est la façon dont on s'habillait. Si, par exemple, vous voyez une photo de comment vous vous habillez en 59, bien, vous autres, vous êtes trop jeunes, mais mettons en 69, ou en 79, ou comment aujourd'hui vous recyclez peut-être des vêtements de cette époque-là, ou des bijoux, ou des fichus, des chaussures. Ces expériences-là, quand elles sont proposées à des groupes, sont génératrices de beaucoup de souvenirs. Et la force du groupe est intéressante beaucoup dans le sens que une personne se rappelle quelque chose, qui en rappelle une autre à quelqu'un d'autre et qui va chercher quelque chose d'autre. Parmi certains souvenirs, je me souviens d'une dame qui aimait beaucoup faire des petites chroniques. Et elle nous avait parlé, elle avait épousé un banquier. Et à l'époque, les banquiers changeaient d'adresse souvent. On leur faisait faire une formation. Et elle avait des petits rideaux. Et elle adaptait ses rideaux aux différents appartements. C'était humoristique, mais ça lui a permis à elle de revivre les endroits où elle a vécu. Alors, autour des chansons, des vêtements, des photos qu'on retrouve de l'époque, et en s'aidant des mémoires de chacun, on arrive à reconstituer des documents très intéressants et à amener les gens aussi à faire une écriture qui leur appartient. Il y avait cette vieille dame qui avait une série de lettres qu'elle avait reçues de son fiancé pendant la guerre et qui commentait. Elle publiait à gauche la lettre que son fiancé lui avait écrite, puis une lettre qu'elle aurait écrite. Après un bout de temps, personne n'a posé la question, mais on s'est demandé si elle n'inventait pas et la lettre de droite et la lettre de gauche. C'était impossible qu'elle ait autant de lettres. Et une des lettres était « Ma chérie, bientôt je reviens au Canada, tu vas pouvoir rester à la maison, t'occuper de notre petit nid, t'occuper de l'éducation de nos enfants. » Et elle lui avait répondu « Si c'est pour ça que tu reviens, oublie-moi. » Elle voulait continuer son travail, s'impliquer. Alors, à travers le truchement de lettres, fictives ou réelles, elle avait réussi à... Alors, c'est toute cette dynamique de la remémoration des mémoires et d'autres personnes, selon leur tempérament, je deviens bavarde. Hein? Oui, parce qu'il faut que je laisse la parole à d'autres. Alors, rapidement, d'autres vont se projeter dans l'avenir. À travers un début de récit qui parlait de leur passé, certaines gens arrivent à se projeter dans l'avenir, ce qui m'apparaît absolument formidable. Moi, je trouve ça très original et très intéressant. Très intéressant. Merci. Je vous félicite. Merci. Oui. Comme maintenant, vous voyez, Joanne, dans votre rôle d'animation, est-ce que vous avez des valeurs que vous essayez de transmettre? Oui, oui, c'est important. J'amène les gens à prendre conscience que tous les jours, on crée. On crée en pensée, on crée en parole, on crée en gestes. Et dans ces cours-là, j'amène les gens à prendre conscience
Ça commence toujours par soi. Alors, chaque cours les amène aussi à prendre conscience de toute cette façade, mais le collectif, mais aussi la force que chacun peut avoir, que tout le monde peut faire une différence. Alors, c'est important à travers des cours et chaque personne a leur force, chaque personne a leur qualité, leur passion. Alors ça, c'est une chose que j'aime stimuler sur les gens quand on prend les cours. C'est une façon à moi aussi d'aller toucher l'être merveilleux que chaque personne... Et en tant qu'enseignante, c'est une très belle valeur. Bien, merci. Autour de Nicole, on vous a gardé pour la fin. Nicole, parce que vous... moi, je voudrais que vous nous expliquiez le regroupement Kobali. Oui. Ce regroupement-là de Kobali, comment vous pouvez faire changer les choses? Parce que c'est un grand projet. Là. Oui, c'est un grand projet. C'est un projet de société. C'est un projet national, en fait. Alors, premièrement, on va commencer par expliquer peut-être l'acronyme Kobali. Alors, Ko, c'est pour le comité, Ba pour le bassin versant de la rivière du Lièvre. Alors, Kobali, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un bassin versant? Bassin versant, c'est par rapport à une rivière qui reçoit toutes les gouttes. Alors, le périmètre d'un bassin versant, c'est la montagne, c'est le fait de la montagne. Alors, la goutte tombe soit à droite ou à gauche du fait, et lorsqu'elle s'en vient comme nous, du Kobali, on en a pour 10 000 km² de bassin versant. Alors, on est au-dessus de 3 000 lacs, et tout ça est régi évidemment par des MRC. L'administratif, ce sont des MRC qui chevauchent le territoire. Mais un bassin versant fait fi de toute administration politique ou administrative. Alors, on gère une rivière, je diminue le mot parce que ce n'est pas notre tâche. Notre tâche est d'améliorer, de protéger l'eau de la rivière, de tous ses affluents, de toute sa goutte d'eau qui s'en vient dans la rivière du Lièvre. Ça se fait par une table de concertation où on retrouve des acteurs du monde communautaire, du monde industriel et du monde politique. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui représentent les MRC. Alors, en table de concertation, nous avons la mission d'établir un plan directeur de l'eau sur lequel on est obligé d'avoir une reddition de comptes auprès du gouvernement. Il y en a 40 bassins versants à travers le Québec méridional. Ces 40 bassins-là ils ont pris forme en 2009. Et dorénavant, on a à se faire connaître, évidemment, mais surtout, la notoriété va se faire si la personne s'aperçoit qu'elle vit dans un bassin. Et dans quel bassin demeurez-vous? Alors voilà une question qui pourrait être posée, pas dans un référendum national, mais éventuellement. Nicole, il faudrait peut-être préparer une autre émission là-dessus. Oui, malheureusement, je dois vous arrêter. Oui. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Donc Marie, si on fait un petit résumé de l'émission, on s'aperçoit qu'on vient de personnes qui nous ont laissé, qui ont vécu avant nous, qui nous ont laissé des traces. On a aussi été influencés par ces gens-là et on s'en va vers une possibilité de laisser des traces à notre tour. Donc, peut-être, on n'a pas le temps d'aller dans ce point-là, mais une question qu'on pourrait laisser aux téléspectateurs en se quittant, c'est essayer de définir comment vous aimeriez qu'on se souvienne de vous. Puis ça va vous permettre d'amorcer un petit peu une réflexion sur les traces qu'on vous a laissées puis les traces que vous désirez laisser. Donc, en terminant, je voudrais remercier nos panélistes. Donc, merci beaucoup d'être venus participer à l'émission avec nous. Merci beaucoup, Marie. Ça m'a fait une plaisir. collaboration. Et j'inviterai les téléspectateurs à
à l'affût pour voir l'horaire des émissions, quand les émissions Télévision Génération seront présentées. Donc, sur ce, je vous dis bonne fin de journée et à la prochaine. Alors, au revoir.